Bonjour et bienvenue dans Sur la piste, une émission escrime Hauts-de-France. Je suis Jean-Christian Leroy, votre hôte pour la durée de cette émission. Et aujourd'hui, sur la piste, j'ai le plaisir de rencontrer Alexandre Bardonnay, double champion du monde. Et puis, en fait, voilà, on va se lancer, on va se brancher. Allons-y, branchons-nous. Je te laisse te brancher et te présenter. Bonjour à tous, moi je m'appelle Alexandre Bardonnay comme Jean-Christian vient de nous le dire. Oui, en effet, donc j'ai gagné 2 fois les championnats du monde par équipe en 2019 et en 2022 avec l'équipe de France. Je suis originaire de Valenciennes, donc j'imagine que vous devez connaître un petit peu. Donc, formé au club du Cercle d'Escrime de Valenciennes à qui je passe un bonjour. Et je suis parti avec vous pour cette petite aventure de podcast et j'espère que ça sera aussi plaisant pour vous que pour moi. Magnifique, ça c'est super comme présentation. Tu sais que t'es le premier à me faire ça, c'est pas ouais, carrément. D'accord. Ouais. Mais cette émission est une aventure. Alors pour info, tu es la 3e personne qu'on rencontre. Ok. Et du coup, donc aujourd'hui, effectivement, je vais le préciser. À chaque fois que j'oublie de dire des trucs dans mes lancements et tout. Ouais, pas de souci. Premier aparté, je ne vais quasiment rien couper. Donc, okay. Du coup, tout ce qu'on voit là sera diffusé, que ce soit en audio ou sur YouTube, donc je risque un peu d'avoir l'air con parfois, mais ça fait partie du jeu. Maintenant, tu as cette information, quasiment rien ne sera coupé. D'accord. Okay. Et donc du coup, aujourd'hui, on est au Levallois Sporting Club, donc, du coup, dans l'une des 2 salles d'escrime du club. Donc le Levallois Sporting Club, ça regroupe quand même plusieurs disciplines, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est un omnisport. Okay. Je crois que c'est le plus gros omnisport de France. D'accord. Qui regroupe 17 000 licenciés. Donc c'est énorme. Ouais, tout sport confondu. Et là, on est au gymnase Éric Srecky. Donc peut-être que les auditeurs connaissent qui est Éric Srecky, peut-être la plus grande légende française à l'épée, qui était au Levallois Sporting Club. Et ce club, c'est un peu l'équivalent du Real de Madrid au football. D'accord. Beaucoup de légendes y sont passées. Okay. Et j'espère que beaucoup de légendes y passeront après. Pour moi, j'ai rejoint le club donc, cette année. D'accord. C'est tout nouveau du coup. Tout nouveau, au septembre 2023. Ouais. Et généralement, quand le Valois vous approche en tant qu'escrimeur, en tant qu'épéiste, c'est difficile de refuser. D'accord. Parce qu'il y a une histoire telle qu'on a envie de faire partie de cette histoire et aussi y apporter un petit peu sa pierre à l'édifice. Et du coup, moi, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Ok. C'est eux qui sont venus te chercher, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Ok, ça marche. Attends, je vais juste lancer le chrono, puisque... Est-ce que ça fait partie des moments où tu vas avoir l'air bête, du coup? Peut-être. Je ne sais pas si je vais le couper. Oui, alors en fait, effectivement, au cas où je ne le coupe pas, étant donné que c'est une émission un peu timée, je lance un chrono au moment où je lance les caméras. Là, j'ai complètement zappé. C'était si sympathique que j'ai eu envie de discuter. Ah bah c'est gentil, allons-y. Directement avec toi. Du coup, on reviendra sur le Valois après cette petite intro présentation. Mais juste avant ça, juste avant d'attaquer le match, est-ce que tu as un objet fétiche lié à l'escrime? Alors, je pense qu'au cours de ma carrière, j'en ai eu plusieurs. Souvent textile, on va dire. Souvent textile. Je me souviens quand j'ai commencé l'escrime, j'avais un t-shirt fétiche que je mettais souvent en fait. Ouais. Et il m'est arrivé de gagner plusieurs compétitions jeunes en fait avec ce t-shirt que j'ai gardé, mais bon à un moment donné, force est de constater que la nature a rattrapé un peu les fibres textiles de ce t-shirt et je pétais un petit peu dedans. Ouais. Du coup, j'ai dû m'en séparer malheureusement. Et je suis resté longtemps sans objet fétiche et puis récemment en fait, c'est pareil, j'ai réalisé plusieurs très bonnes compétitions avec un autre t-shirt. Donc du coup, c'est ce t-shirt que j'ai, qui est un t-shirt qu'on m'a donné en fait dans mon ancien club. Et puis je le mets de temps en temps en individuel pour me porter chance. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Donc, ça marche voilà. Ok, d'accord. Donc du coup, un côté un petit peu superstition quand même. Si tu n'as pas ce t-shirt, est-ce que ça va? Ou oui, bien, ça va. Ouais, ça va. Mais je me sens mieux avec quand même. Oui, c'est les superstitions des sportifs. Il y en a beaucoup.
Il y a beaucoup de sportifs qui ont un peu des gris-gris, quoi. Ouais. Moi, ça reste, on va dire, très classique. D'accord. Je mêle un peu l'utile à l'agréable, donc me vêtir et en même temps me porter chance. Bon, je sais pas si ça marche totalement, mais en tout cas, me vêtir, ça marche très bien. Te vêtir, ça va, ok. Ouais, exactement. Et bon, des fois, il faut faire un choix sur certaines compètes. Il faut prioriser les lessives pour que tout soit OK pour partir en compétition. Mais ouais, j'aime bien l'avoir avec moi, j'aime bien le mettre, même si c'est pas le plus beau t-shirt qui existe, je trouve qu'il fait bien son boulot. Ouais. Ouais, moi j'ai un vieux t-shirt d'escrime que j'ai encore où il y a. Enfin, il est bousillé de partout. Ouais, voilà, mais tu te sens mieux avec aussi. Bah, j'aime bien, j'aime bien. C'est cool. Mais alors bon, moi c'est pas une question de chance, hein. Je suis pas. D'accord. Voilà, c'est juste que il y a le côté souvenir aussi. Ouais, sentimental. Ça vient de mon premier club, donc du coup. Il faut. Des fois, c'est ce qu'il faut. Mais tout à fait. Ok, et bah, je te propose de passer au match. Et bah, allons-y. Passons au match. Nous et mettons-nous en garde du coup. Ok, et bah Alexandre, pour débuter ce match, tout simplement, pourquoi l'escrime? Ça c'est une très belle question parce que pour être très honnête, en fait, j'étais pas forcément destiné à ça. En fait, c'est un peu par hasard que j'ai commencé. D'accord, j'aime bien ça. C'est un peu par hasard. En fait, j'étais un peu touche à tout quand j'étais plus jeune. Et je faisais du hockey sur gazon. C'est pas non plus un sport qui est hyper connu. Et j'aimais beaucoup ça. Et à un moment donné, je me suis fait une mauvaise entorse en fait quand j'étais petit. Et du coup, j'ai dû arrêter en fait le hockey. Et donc c'était en plein milieu de la saison. Et en septembre, en fait, mes parents me disent faut que tu fasses un sport, faut que tu te remettes au sport. Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, je savais pas trop en fait. Je savais pas trop. J'hésitais, plein de trucs. Et je savais plus ce que je voulais faire vraiment. Et du coup, pendant les vacances de février à Valenciennes, il y avait quelque chose qui se passait à l'époque. Donc ça remonte quand même un petit peu. Il y avait des stages omnisports en fait où on pouvait pendant une semaine tester plusieurs sports. C'est top. Et ouais, c'était génial. Ouais. Franchement, c'était top. Et moi, j'avais testé judo, handball. Et ensuite, j'avais fait une session escrime aussi. Et à la session escrime, ça m'avait vachement plu, quoi. J'avais vachement accroché au tendre un piège, toucher l'adversaire, devoir se défendre, puis attaquer. Bon, c'était très succinct, c'était 5 jours, donc ça va vite 5 jours. Ça va très vite. Et j'avais beaucoup accroché. Et il se trouve que le moniteur, c'était une monitrice d'ailleurs, qui m'avait dit tu te débrouilles bien, est-ce que tu veux pas t'inscrire? Et moi je savais pas trop, j'avais encore un stage de hand après, donc je savais pas trop, j'avais parlé avec mes parents, ils m'avaient dit pourquoi pas. Et du coup, à la rentrée, je décide de sauter le pas, m'inscrire, voir, et puis là, j'ai eu la chance d'avoir un super moniteur, éducateur à l'époque, en fait, qui m'a fait adorer, en fait, qui m'a fait découvrir les belles valeurs que représente l'escrime, cette notion aussi de respect, de combat et de discipline aussi. Et du coup, je suis assez rentré dedans. Ouais. Et j'avais la chance aussi de ne pas être trop mauvais. Et du coup, je comprenais bien le truc. J'avais compris. Et puis après, voilà, c'est la lancée. On se destine pas forcément, je me destinais pas forcément à faire de la compète, à faire du haut niveau. Mais en fait, ça s'est fait un peu naturellement. Je sais que vite, j'ai eu envie de me confronter. Vite, j'ai eu envie de me dire, j'ai envie d'être un champion, quoi. J'ai envie d'essayer d'être un champion. Et voilà, en fait, on se retrouve très un peu dans une... Okay, et après, tu te retrouves un peu dans une machine à laver. Ouais. Et puis voilà, quoi. D'un coup, tu te répares, t'as 33 ans. Et puis tu dis, voilà, qu'est-ce qui se passe? Tu vas faire les Jeux Olympiques à Paris. J'espère bien. Mais ouais, donc voilà, c'est ça. C'est le hasard, c'est les belles rencontres. Et j'ai eu la chance aussi, à Valenciennes, on avait quand même la chance d'avoir 2 bons maîtres d'armes. C'était qui quand toi tu... Alors moi, quand j'ai commencé, celui qui m'a mis les pieds dans la main, c'est Cédric Deloison. D'accord, ok. Et après, celui qui m'a vraiment développé, qui m'a vraiment fait prendre conscience de mon potentiel, c'est Gérard Blot. Ouais, d'accord. Ça a été les 2 personnes qui ont eu l'impact le plus important dans ma carrière, quoi. D'accord. Un pour l'accroche, parce que faire accrocher un gamin, c'est très dur. Aujourd'hui, ça va très vite. Les enfants sont lassés assez rapidement. Lui, il avait ce truc en fait avec les enfants. Il avait le... Ok, il arrivait à rendre l'entraînement et les choses désagréables de l'entraînement
ludique. Ouais. Et on avait envie de se donner, quoi. Il y avait aussi cette notion de discipline qu'il a approché de respect. Je me souviens qu'on devait saluer à la fin de l'entraînement les parents qui venaient chercher au début. Enfin, c'était un cérémonial. C'est peut-être un peu kitsch comme ça, mais je trouve que c'est important. Gérard Blot, c'était vraiment, il avait une approche technique qui était incroyable, je pense, qui m'a fait vraiment prendre conscience que j'étais capable de faire de belles choses. D'accord. Et il a cultivé un peu ce potentiel. Et à un moment donné, bon, bah forcément, l'oiseau doit quitter son nid aussi un petit peu à un moment donné, mais il m'a vraiment donné cette base, quoi. D'accord. Donc les deux ont été majeurs dans ma carrière. Alors du coup, je vais revenir sur quelques petites choses. À quel âge tu commences, à peu près? Je pense que je commence au CE1, je crois. CE1, ok. CE1, donc je ne sais plus du tout à quoi ça correspond. Ouais, je dirais 7-8. Ouais, c'est ça, je pense que c'est un peu ça. Et ouais, après, j'ai commencé pas hyper jeune, mais jeune, très jeune quand même. Et du coup, rapidement, les compétitions à l'époque, c'était possible ou peut-être? J'ai fait 3 ans d'escrime sans ouais. compète, je pense, et après je me suis mis à la compète. Après, j'ai plus jamais arrêté, quoi. C'était un peu une addiction. Surtout dans le Nord, à cette époque-là, il y avait de très bons clubs qui tournaient bien. Il y avait beaucoup de jeunes qui faisaient de l'escrime, donc ça faisait des belles compètes. Malheureusement, il y en a peu de ma génération du Nord-Pas-de-Calais en tout cas, qui ont continué. Et à un moment donné, forcément, la vie fait qu'ils ont pris des chemins. Moi, je pense que de ma génération, je dois être le seul qui est poussé un peu plus. Et à l'épée, en tout cas. Mais ouais, c'est toujours des bons souvenirs. J'ai écumé un peu les routes du Nord-Pas-de-Calais avec mon club et mes parents, donc ouais, c'était sympa. Ouais. Ok. Jusque quand t'es resté à Valenciennes, du coup? Alors, je suis parti en 2009, en septembre 2009. Septembre 2009, ouais, ok. ouais, je suis parti. T'avais quoi? T'avais 12... J'avais 19 ans. 19 ans. Ouais. Et du coup, juste avant de savoir où tu vas aller après, quel souvenir justement, parce que là on a parlé des circuits régionaux et des clubs qui tournaient un petit peu et tout. T'as fait les stages un petit peu de formation, les stages athlètes? Ouais, ça, si, j'en ai fait. T'as fait la fête des jeunes avec l'HT Team? Et oui, j'ai fait. Ouais. Je regarde pas forcément d'ailleurs un très bon souvenir. Ah ouais? Non. D'accord. Alors attends, de la fête des jeunes ou des stages? Non, des stages, c'était génial. Des stages, la fête des jeunes avec l'HT Team, moi. Alors, on va d'abord parler des stages et après, d'accord. Si c'est ok pour toi, j'irai creuser un petit peu sur... Non, bah oui, moi j'ai fait les stages avec maître Jean-Loup Boulanger, à qui je passe le bonjour, qui m'a eu longtemps, beaucoup de fois. C'était super en fait de pouvoir se confronter. Il y avait plus toutes les armes en plus. Déjà au Krebs, du coup. Déjà au Krebs, ouais, Tigny. C'était cool. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ouais. J'ai beaucoup progressé. On avait déjà un peu ce début de détection, en fait. Je l'ai fait assez jeune, hein. Je crois que je l'ai fait dès Benjamin 2, tu vois. Ouais. C'est plus comme ça maintenant. Non, c'est plus comme ça, mais bon. Je pense que ça doit être M13, quelque chose dans le peut-être comme ça, ouais. Donc dès assez jeune, et il faisait venir aussi un peu la Picardie, donc t'avais pas mal de belles confrontations. Parce que du coup, il y avait des stages de zone, et la zone regroupait la zone regroupée, c'était du coup à Wattignies, et du coup, t'avais de bons escrimeurs qui venaient. Moi, j'aimais me confronter, j'aimais les compètes, donc c'était bien. Et on pouvait se retrouver aussi d'un hors-cadre club, rencontrer d'autres personnes, d'autres gens d'armes, en fait, d'autres personnes qui venaient de... Et nous, à Valenciennes, on faisait que de l'épée, donc voir un petit peu... Moi, j'avais jamais fait de fleuret, j'ai jamais fait de sabre. Je crois que c'est l'une des particularités aussi de Valenciennes, c'est qu'on faisait que de l'épée. On commençait à l'épée, avec un fleuret, mais on faisait de l'épée au fleuret. Du fleuret-épée. Du fleuret-épée, voilà, c'est ça. Je pense que c'était aussi par un choix de l'entraîneur qui était épéiste et qui voyait l'épée comme vraiment son arme de prédilection. Et ouais, c'était de très bons souvenirs, très bons souvenirs. J'en ai fait un paquet et chaque fois c'était... Il y avait aussi déjà une approche d'une semaine type d'un athlète de haut niveau, avec des entraînements parfois bi-quotidiens, des horaires à respecter. En club, même s'il y a des horaires à respecter, c'est quand même plus tranquille. Enfin, plus tu viens à la séance, tu fais ta séance, tu repars. Là, il y avait quand même déjà une approche, ok, on vous montre un petit peu ce que c'est. C'était vraiment un orteil, mais c'était déjà ça. Et je l'ai retrouvé après quand je suis parti dans Structure Fédérale. Quoi. Ok. Et ouais, c'était...
on ressortait de là, on était rincés. Ouais, bah c'est plusieurs journées assez Ah ouais. intensives. Ouais, et puis les encadrants étaient sympas aussi. Jean-Loup Boulanger. Ouais, du coup, ça te Gros permettait souvenir. peut-être de voir aussi d'autres approches, Ouais. peut-être. Est-ce que tu as des souvenirs d'encadrants, de maîtres d'armes que tu as eu sur ces stages-là qui t'ont peut-être apporté quelque chose en plus ou tu t'es dit peut-être que là, ce que Gala il est en train de me montrer, ça non, ça ne me parle pas. C'est possible aussi. Hein. Moi, ça me parlait pas trop à Ça te l'époque. parlait pas, Ouais, ok, les d'accord. entraîneurs d'épée, je me souviens qu'il y avait déjà des sabreurs qui nous donnaient les leçons à l'épée. Ça, je trouvais ça déjà un petit peu bizarre, mais bon, ça, c'est mon côté un peu critique, on va dire. D'accord. Non, il y avait une maître d'armes de Valenciennes qui faisait Ouais. moitié Valenciennes, moitié Lille qui était là. D'accord. Mais bon, moi j'étais quand même très sous la coupe de mon club à ce moment-là. D'accord. Et je pense que je voyais beaucoup par mon entraîneur à ce Mais moment-là. c'est intéressant le terme que tu utilises, sous la coupe Ouais. de ton club, c'est très. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas c'est très révélateur. Mais on sait hein, qu'il y a ça dans l'escrime en particulier, le rapport au maître d'armes et le rapport au club qui est quand même très Ouais, puissant, surtout quoi. quand tu as une génération, on avait la chance à Valenciennes à ce moment-là, à l'épée, d'avoir une bonne génération d'épéistes. Ouais. D'ailleurs, factuellement parlant, on a gagné à la fête des jeunes, on l'a gagné 2 fois, avec Ouais. quasiment que des gens de Valenciennes, avec que des gens de Valenciennes en fait, 2 D'accord, fois d'affilée. ok. Sur les Par équipes. équipe, ouais, Ouais. c'est ça. Et en minime, on avait gagné les championnats transcadets par équipe, D'accord. première ok. division, avec la même équipe. Avec la même équipe, d'accord. Donc il y avait quelque chose, il y avait quelque chose Il y avait qui se crée. une bonne équipe. Il y avait une bonne équipe. Il y avait d'accord. une bonne équipe. Il y avait des copains aussi, je pense. Ouais, ça, Je pense que c'était ça. Je pense que l'entraîneur, donc Gérard, il avait envie que cette génération aille le plus loin possible et la garder vraiment autour de lui, quoi. Ce qu'il a fait. Il a fait un super travail avec nous. Et du coup, quand il y avait le système fédéral qui commençait à approcher un petit peu, c'était plus compliqué, je trouvais, dans les D'accord. rapports humains. Et c'est pas pour autant que nous, en tant que tireurs, on était jeunes, on n'avait pas cette réflexion qu'on peut avoir maintenant. On a toujours passé des bons moments, mais on voyait peut-être les autres entraîneurs comme une forme d'autorité qui donnait les séances, mais pas forcément comme des personnes qui allaient vraiment pouvoir nous apporter techniquement, tactiquement, mais plutôt nous montrer une vision globale de ce qu'est un compétiteur, quoi. D'accord. C'était plus ça. Moi, j'ai plus de souvenirs de Jean-Loup. Ouais. De Jean-Loup, j'ai En plus même de temps, c'est un personnage. Ah, c'est un personnage. Marquant. Exactement. Lui, c'était vraiment, pour moi, c'était. Quand je le voyais vraiment comme le king du Nord-Pas-de-Calais à ce moment-là, quoi. Ça va lui faire plaisir. Ouais. Je le voyais un peu dans un peu tout, quoi. Un peu même dans la gestion des sportifs. Il savait être dur, il savait être sympa, il savait blaguer, il avait. Oui, c'est un fleurettiste, hein, donc, mais en tout cas, il avait cette approche. Sabreur aussi. Aussi, peut-être. Aussi. Moi, je l'ai connu au fleuret. Et en fait, il avait quand même ce rôle de chef, quoi. Ouais. Et du coup, moi, c'est plus ça qui m'a marqué dans mes stages, en fait. Ouais. D'accord. Ok. Non, bah Jean-Loup, du coup, moi je travaille en PM encore régulièrement avec lui. La dernière fois, il a animé une masterclass. J'ai demandé une masterclass avec un maître d'armes pour un séminaire d'entreprise. Ah bah les gars, ils étaient conquis. Ah bah ça 110 m'étonne personnes pas. dans un amphi. Jean-Loup qui commente un match pour la médaille de bronze paralympique à Rio. Les gars, ils étaient à fond dedans. Ah bah c'est super. T'aurais dit une Ça salle m'étonne pas. devant Invictus. Vraiment, t'as les mecs qui ont applaudi à la fin, quoi. Ah bah, ça m'étonne pas. Ça Ouais, m'étonne donc, pas. non, Ça il y avait a- captivé son auditoire. Ça Ouais. m'étonne pas. Ouais. Non, et puis il y a, en fait, il y a une notoriété, il y a un héritage. Hein, Oui, quand même. oui, En je fait, pense. tu prends les stages Comité Hauts-de-France aujourd'hui, tu sens l'ADN de Jean-Loup Ouais, Boulanger je dedans. pense. Donc, Je pense que c'était
personnage incontournable en fait de cette région dans l'escrime en tout cas. Mais on va l'avoir avec nous sur la piste prochainement. Ah d'accord. Et je prévois éventuellement un créneau de 12 heures où je ne couperai rien. Prévoyez des paniers repas alors, ou un petit lit pour la sieste aussi. Ah, ça va. Non mais il y a tellement de choses, tellement de choses à aborder que en fait je sais même pas. En vrai peut-être qu'il faudrait faire plusieurs épisodes de ces 4. Une saga du coup. Ouais. Exactement. Super. On va passer un petit peu sur la fête des jeunes avec l'HT Team. Ouais. Tu as dit que tu n'avais pas forcément un super bon souvenir. Ouais, enfin. Qu'est-ce qui s'est passé Je pense que l'état d'esprit de faire avec l'HT Team quelque chose de groupé, c'était bien. C'était bien parce que ça donnait un peu un sentiment d'appartenance. Ce que j'aimais moins, c'était que la pression, on l'avait déjà en fait. À ce moment-là, les championnats transminimes, parce que c'est ça en fait. Hein. C'est quelque chose que tous les jeunes escrimeurs, en fait, les jeunes compétiteurs, ils veulent y briller en fait, parce que c'est le premier événement national. À l'époque, c'était ça, qui est un peu animé par la Fédé. Il y a tout un décorum. Généralement, ceux qui y brillent sont un peu déjà détectés. Normalement, ils sont sélectionnés pour le stage de Vichy. Après, exactement. Donc il y a déjà quand même quelque chose qui se passe là-bas. Il y a de la musique, il y a un maître de cérémonie pour les phases finales. Donc il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui se crée. Donc la pression, on l'a. Et je trouve que les encadrants, à ce moment-là, en fait, en remettait un peu une couche qui n'était pas forcément nécessaire. Je me souviens d'un tableau des blaireaux quand on ne faisait pas les bons résultats. Effectivement, j'ai entendu parler de ça. Et je trouve que c'est pas hyper bien de faire ça. Je trouve que y a d'autres moyens de motiver. Je pense que les athlètes, même les jeunes en fait, n'ont pas besoin de se faire rabrouer. Moi, je connais des gens dans mon club qui ont arrêté à cause de ça. D'accord. Donc, je trouve que c'est un peu, c'est pas forcément le meilleur moyen de populariser un sport qui est déjà assez confidentiel et qui n'existe que par les Jeux Olympiques. Il y aura eu d'autres moyens après. Individuellement, moi, j'ai jamais rien fait à la fête des jeunes, donc je faisais partie de ce fameux tableau des blaireaux. Tu faisais partie de Exactement. Est-ce que c'était parce que, alors j'en ai entendu parler, moi j'ai pas connu. Alors de toute façon, j'ai pas fait d'escrime dans le Nord-Pas-de-Calais, ni dans les Hauts-de-France avant longtemps parce que je suis pas originaire de là. Et de là où j'étais, j'ai jamais fait la fête des jeunes. D'accord. Je me suis jamais intéressé à la compète. J'y allais pour me défouler. Bien sûr. Et voilà. Mais j'ai entendu parler de ce truc-là. Alors. De ce que je sais, le truc de Info Blaireau, je crois, c'était plutôt pour t'es jeune, tu pars faire la fête des jeunes et tout, c'est la fête, c'est machin et tout, et en fait t'assures pas sur la compète derrière. Et donc du coup je crois que c'était plutôt cet aspect-là, mais c'est intéressant d'avoir ce retour-là justement de la part de quelqu'un qui l'a vécu en tant que jeune. Je peux comprendre, mais faut savoir que tu en avais quand même qui, je pense qu'il y en avait qui allaient pour passer un bon moment, passer un moment où on s'éclate, on fait un peu la fête, c'est les premières fiestas quoi. Mais il y en a aussi qui allaient pour faire de la compète quoi. Oui, forcément ça. Et si là-dessus tu te retrouves effectivement sur ce fameux tableau, c'est un peu. Ouais, c'est pas hyper. Après bon, maintenant c'est digéré 100 fois, hein, mais c'est une anecdote en fait. Je trouve que c'est. Je voyais par exemple, à contrario, en fait, il y avait, alors on fonctionne par région, hein, à la fête des jeunes, il y avait la région Guadeloupe, qui, forcément, eux, quand ils doivent se déplacer sur un événement comme la fête des jeunes, bah, c'est pas le même budget, c'est à l'autre bout du monde. Et eux, ils avaient plutôt ce côté fédérateur, en fait. Ils avaient tous le même survêt. Ils avaient une ambiance un peu très solidaire, très entre eux, très on va se pousser. Et ils ont souvent eu des bons résultats. Il y a beaucoup de Guadeloupéens ou de Martiniquais qui ont fait de très bons résultats à la fête des jeunes et qui continuent d'alimenter les équipes de France encore aujourd'hui. Et je trouvais que c'était plus le comportement à avoir en fait pour créer quelque chose. D'ailleurs, l'HT Team cadet, junior, senior, ça n'existe plus. Alors que des fois, dans certaines régions, il y a quand même encore un sentiment d'appartenance. Alors en fait, maintenant, on a, du coup, depuis la fusion des régions, on a la Team Hauts-de-France, donc ce que moi j'ai dans le dos aussi, donc même en tant que salarié du comité régional.
Et donc du coup, Team Hauts-de-France, donc on part toujours en délégation, sauf que maintenant Nord-Pas-de-Calais et Picardie ensemble, donc tu imagines la taille de la délégation. Bien sûr. On part à 2 bus. Voilà. En général, tu as un bus épais et un bus Flores-Sabre. D'accord. Tellement d'épéistes que voilà. Tous les... ça va être pas mal ça. Ouais. C'est les aléas du direct. Hein. Ah, excellent. Et donc du coup, je ne sais plus où j'en étais. Team Hauts-de-France. Voilà, Team Hauts-de-France. Donc du coup, grosse délégation, 2 bus, un bus épais, un bus Sabre Fleuret. Et tous les gamins maintenant, donc il y a forcément toute la filière de détection pour la fête des jeunes. Donc effectivement, pour les personnes, petit aparté, qui j'essaye de faire des points un peu comme ça pendant une semaine, peut-être qu'il n'y a pas des escrimeurs, que des gens non escrimeurs vont nous écouter, ou que des gens qui ne sont pas trop versés dans le truc. La fête des jeunes, donc c'est le critérium national des moins de 15 ans, c'est le championnat de France des jeunes, concrètement, officiellement ça s'appelle pas comme ça, mais c'est l'idée, et c'est quand même la seule compète normalement, où toutes les armes, toutes les catégories sont représentées, individuelles et équipe. En même temps, mon deuxième chrono se fait la malle. Hop là. Donc c'est effectivement, c'est un peu la grand-messe de l'escrime. Donc c'est un événement porté par la Fédé, en général organisé par un club. Et il y a plein de choses qui se passent à la fête des jeunes. Ah ouais, c'est super. En fait, voilà, ça fait des super souvenirs et tout. Et donc du coup, maintenant, alors je pense qu'avant, il y avait déjà peut-être le t-shirt Ski Team. Un t-shirt. Voilà. Et là, en fait, chaque gamin a un sweatshirt, donc Team Hauts-de-France et tout. Donc il y a la distribution au stage de préparation, parce qu'une semaine ou 2 avant la fête des jeunes, stage à Wattignies, tu viens tirer, tu viens... voilà. Et donc c'est le moment où on fait le briefing aussi. Et voilà. Il n'y a pas le tableau des blaireaux, parce que c'est pas hyper bienveillant. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec les problématiques d'aujourd'hui, ça peut moins bien passer. Ça passerait moins. Effectivement, ouais. Il y a peut-être le côté... Alors, c'est peut-être une explication / excuse un peu facile. Effectivement, un temps, une époque un petit peu différente. C'était différent. Mais non, voilà, c'est des choses qui effectivement aujourd'hui, je peux pas. Oui. Je peux pas Après, bon, c'était aussi, ça fait partie de la collection de souvenirs qu'on a. Si je m'en souviens aujourd'hui, c'est que ça t'a un peu marqué. Ça m'a un peu marqué, mais je le prends vraiment à la rigolade aujourd'hui. Je me dis que je pense que c'est l'idée en fait. Oui, c'est ça. Mais c'était des sacrés moments après par équipe. Après, rater son individuel, ça donne toujours un peu de grinta pour l'équipe. Moi, mes 2 fêtes des jeunes, on les a remportées, donc par équipe, avec en plus mes copains de Valenciennes. Donc c'était quelque chose déjà. On se vengeait un petit peu du tableau des blaireaux, quoi. Et du coup, c'est bien, ça te donnait la niaque pour... Ouais, bon, faut pas encourager non plus ça, mais bon, voilà, je l'avais déjà, mais au final, ça m'a donné peut-être le supplément d'âme, quoi. D'accord. Mais c'était des très bons souvenirs, je m'en souviens encore. On a eu la chance, moi je l'ai faite à Montpellier, ça avait été délocalisé à cette époque-là, alors qu'avant c'était toujours Paris. Donc ça faisait un sacré déplacement aussi, et après à Carpentier, le lieu iconique, quoi. Tu sais que je crois que le vieux t-shirt d'escrime que j'ai, c'est Montpellier. Montpellier, à 2004 alors. Parce que c'était 1 an avant que je quitte mon club. Je suis parti pour les études supérieures. Donc je n'ai pas fait la fête des jeunes, mais j'ai eu un t-shirt. Ah, t'as de la chance. Ils m'ont ramené un t-shirt qui maintenant a des traces de peinture, ce genre de choses, tu vois. C'est normal, ça a vécu. Voilà. Mais il faut savoir qu'aussi, tu sais, en équipe de France, là, à l'INSEP, t'as des gens encore qui ont leur t-shirt de fête des jeunes qui mettent avant l'entraînement, quoi. Ça, c'est chouette. Ça reste quand même... Ça reste, Parce que, en fait, généralement, alors même si tu perfes un peu à la fête des jeunes, donc tu fais Vichy et tout, mais peut-être que je me trompe, mais je suis pas persuadé que beaucoup de personnes qui aient remporté une fête des jeunes ou qui aient fait vraiment une perf continuent en fait. Parce que la fête des jeunes, il y a beaucoup de médailles, il y a beaucoup de... Voilà. Peut-être que tu en as une partie effectivement qui, comme toi, continue et peut-être d'autres athlètes au sein du groupe France. Mais je suis pas sûr au sein de ce qu'on a, de l'effectif qu'on a à l'épée. Là, s'il y en a un qui a remporté la fête des jeunes en individuel, je sais qu'il y en a eu, mais je ne ferai plus les années. Mais ouais, c'est vrai que
c'est compliqué en fait de pérenniser en fait des talents, parce que c'est des talents au final. Le gars remporter un championnat de France si jeune, c'est un talent, c'est quelque chose, c'est un accomplissement. Et de pérenniser en fait leur envie de continuer, leur envie de se dépasser, leur envie d'aller plus haut, c'est très dur. Ouais. C'est très dur pour de multiples raisons, la vie, les études, les contre-performances, les envies aussi qui changent. Il faut quand même avoir ce côté passion pour le sport, passion pour l'escrime, qui nourrit un potentiel ou une volonté de travailler, de se dépasser et d'arriver à être champion, quoi. Ouais. Ça, c'est vrai que je pense que c'est tout le problème aujourd'hui de la Fédé d'escrime, c'est d'avoir un vivier qu'on arrive à continuer, pousser, à faire fructifier et à garder des licenciés. C'est l'objectif. C'est l'objectif de la Fédé d'escrime, comme je pense toutes les fédérations de sport dit un peu confidentielles, quoi. Ouais. Bah, c'est ça, faut réussir à cultiver un petit peu tout et que ça reprenne. Mais sans oublier, en fait, il y a bien évidemment pas que la compète. Hein. Tu as toute la vie associative derrière. Tu as ce qui fait l'essence même, d'un club. Hein. Mais ça, c'est très bien que tu en parles parce qu'en fait, en tant que... moi, j'ai vécu je vois tout par le prisme du haut niveau. Ouais. Et c'est vrai que des fois, on est un peu, on va dire, en décalage par rapport à la réalité de ce qu'est en fait au départ, c'est un milieu associatif, c'est ça. Et c'est les bénévoles, c'est le club. C'est la compète de Noël pour les gamins. Exactement. Et en étant un peu, moi ça fait quand même assez longtemps, moi j'ai quitté chez moi, j'avais 18 ans pour aller dans les structures fédérales. J'en ai 33 aujourd'hui. Je suis complètement en décalage, je le sens, avec la base, quoi. Tu vois, je le sens. Ouais, parce que du coup, on refait un petit fast-forward sur le Valois. J'imagine que le Valois, 17 000 licenciés, c'est plus de 4 fois plus ce que nous, on a en Haute-France à l'escrime. Ah non, c'est 17 000 par que en escrime. Hein. Oui, c'est partout, c'est une section. 17 000 en tout, oui. Mais déjà ici, c'est un très gros club. C'est un très gros club, c'est une organisation, il y a déjà ces prémices de l'excellence. En fait. On recherche ça. Moi, je me souviens quand j'étais gamin et que j'allais par exemple dans les compètes, alors c'était cadet à l'époque, donc c'est U17, c'est ça, cadet? Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça? Cadet junior, cadet M17 et junior M20. Ah, c'est ça, pardon. À l'international. Ouais, c'est ça, pardon. Et je les voyais arriver en quart avec des survêtes, ils étaient bien en garde, c'était terrible. Donc il y avait déjà en fait ce côté cultiver l'excellence, cultiver la compète. Et au final, la plupart des gamins arrêtent, quoi. Mais au final, il y avait déjà quand même cette vision de dire on va faire de la compète, on va essayer de montrer qu'on est le meilleur club de France. C'est dans l'ADN du club en fait. C'est dans l'ADN du club. Quand tu rentres ici, tu as un tableau avec les médailles olympiques, les médailles des championnats du monde. J'ai vu en rentrant. Pas tous les clubs peuvent se permettre d'avoir ce tableau, d'avoir autant de légendes de l'épée, parce qu'ici on fait que de l'épée, à accrocher à un tableau comme ça, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais effectivement, c'est j'ai utilisé le terme, une autre réalité en fait. Totalement. C'est totalement. Après, c'est pas ton petit club. Ah non. Mais après, quand tu vois là, moi je viens ici assez régulièrement et ça me raccroche en fait à cette réalité que tu viens d'exposer. Et c'est là que tu te rends compte en fait que n'y a pas que le haut niveau dans la vie. Non, clairement. C'est intéressant ce que tu disais, je vais rebondir là-dessus parce que le temps, il nous reste un petit peu de temps sur ce match. Ok, ça va. On n'a pas commencé le troisième tiers-temps. Non, mais il y a plein de trucs, que j'ai envie d'aborder. Je sais qu'on n'aura pas le temps. Donc effectivement, il n'y a pas que le haut niveau dans la vie. Toi aujourd'hui, alors très brièvement, du coup, tu pars de Valenciennes vers 2009. Ouais, c'est ça. Tu vas dans une structure de haut niveau, donc tu intègres un pôle. Ouais, tout à fait. Pôle, à l'époque, c'est pôle jeune. C'est pôle Reims, ouais. C'est à Reims, ouais, ok, d'accord. Ouais. Tu fais tes études à la fac de Reims en même temps. Exact.
Ok. Ouais. Peut-être qu'on s'est croisés, parce que moi, du coup, 2009, j'étais dans les études supérieures à Reims. Ah donc, bah, ça se trouve, on s'est croisés. peut-être. T'as fait quoi comme études à J'ai Reims? fait du droit. T'as fait du... Ah bah oui, on était dans la même fac. Dans les coupoles, là. Ouais, c'est ça. c'est ça. Les coquilles qui, avec le vent, parfois... Tanguent un sautent, peu. ouais. Ouais. Ah bah écoute, on s'est peut-être croisés. J'ai un peu écumé les bancs de cette fac-là aussi. Ah bah d'accord, pendant ok. quelques Bah, années. très bien. donc, ok. C'était une belle partie de ma vie aussi. Ouais, parce que du coup, le Krebs de Reims est juste à côté de la fac. Ah ouais. Elle est très droit, hein, de toute Ah façon. ouais. Tu remontes là. Bah c'est ça, réglé, ouais. hein. Tu passes devant la BU et puis... voilà. Exactement. Et donc du coup, le pôle jeune, c'est jusque quand? T'as le Ouais, temps de terminer tes études ou, Non, moi j'ai fait une année en plus après je l'ai fait à distance en fait, Ouais. toujours à Reims, mais à Paris en fait. Quand j'ai D'accord. intégré l'INSEP, moi je suis resté que 2 ans en fait. J'ai fait. D'accord, t'es resté 2 ans dans le pôle. Ouais, j'ai fait 2 ans et après je suis rentré à l'INSEP directement. D'accord. Et tu continuais tes études sur Reims en même temps? Ouais. Ok. J'ai fait juste 1 an. T'as fait, J'ai ouais. terminé ma licence en Ok. fait. Ouais, c'était plus commode pour moi de finir un cursus que j'avais commencé à Reims. Ouais. Et j'avais essayé de voir pour terminer à la Sorbonne. D'accord. Mais je pense honnêtement que j'avais pas forcément peut-être pas le niveau et peut-être pas non plus l'envie de me dépasser pour aller à la Sorbonne. C'est un milieu à la Sorbonne en droit c'est très coté. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose c'est des études qui sont très énergivores Ouais. et pas forcément compatibles avec un emploi du temps d'athlète. C'est la question que j'allais te poser justement, parce que comment tu peux équilibrer un petit peu tout ça, quoi. Ouais, non, c'est pas facile et je pense clairement que j'aurais pas réussi. Et je pense aussi le droit n'était pas ma passion. Ouais. J'ai terminé ma licence, mais je l'ai terminée en ramant, quoi. D'accord. C'était pas les meilleurs. Le cursus qu'il m'aurait peut-être fallu. Ça me sert aujourd'hui, Ouais. mais c'était pas une passion, quoi. D'accord. Donc ouais, articuler les deux. À Reims, c'était très faisable en fait. C'était Oui, parce extrêmement que faisable. tout était l'un à côté Ouais. de l'autre. D'ailleurs, petit aparté, au Krebs de Reims, Ouais. t'avais une cantine ou bien Ouais. c'était le resto U de Non, il y la avait une fac? cantine. Ah, il y avait une cantine. Putain, t'as de la chance. Oh, la chance, je sais pas. Non, je Parce sais que, pas. alors, écoute, j'ai des très bons je vais le dire là, hein, donc voilà, j'ai des excellents souvenirs de mes 5 ans d'études supérieures à Reims, parce que par contre, la bouffe du resto Ouais, U c'est vrai que à c'était Reims, terrible. Hein. c'était l'aventure. Ouais. Moi, j'ai tenté 2 fois la choucroute. T'as regretté. Ah, j'ai regretté. Mais c'était vraiment tente l'aventure. Hein. C'était, Ouais. voilà. Mais en dehors du steak frites trop cuit. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, nous on avait la cantine matin, midi et soir, donc moi j'étais Donc, interne. au Krebs, c'est directement. Au Krebs directement. D'accord. Et ouais, il y a eu des moments où c'était compliqué aussi. Très moments, Ouais, bah, ça notamment le dimanche soir. oui, effectivement, oui, plateaux c'est repas du réchauffé et réchauffé. Ouais, voilà, c'est ça. Ça peut être un peu. Je crois comprendre qu'ils se sont améliorés depuis et j'espère. Bah, alors, ça fait partie. Bon, en fait, je pense que tu en parles à n'importe quelle personne qui est passée par un pôle ou par un Krebs aujourd'hui. Je pense que même des gamins aujourd'hui, hein, qui peut-être ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont là et qui eux-mêmes vont se dire putain, c'est pas ouf quand même niveau bouffe. Ouais, c'est vrai. Mais tu peux leur dire oui, mais. Et là, tu passes pour un vieux, tu dis oui, mais moi de mon temps. Ouais, c'est ça. Quand tu Vraiment commences pas à bon. dire moi de mon temps, c'est pas bon signe aussi. C'est ça. Ou alors quand tu as l'autoradio et que écoute, ça c'est de la musique. Ouais, c'est ça. voilà. C'est les deux phrases. Un peu. Exactement. Ok, donc t'intègres l'INSEP, donc en quelle année à peu près? Septembre 2010. Septembre 2010. Ouais. Tu fais les Jeux de Londres ou Non, pas non, Pas- j'étais loin de les faire. T'étais loin de les faire, ok. J'étais loin de les faire. Je suis arrivé à l'INSEP, c'était waouh, quoi. Tout était waouh. Ok. Tout était grand, tout était trop grand en fait. Pour moi, je pensais être prêt parce que j'avais bien tourné en junior. Ouais. J'avais extrêmement bien tourné en junior. D'accord. J'avais remporté un circuit national senior déjà en étant D'accord. junior. Et j'avais gagné la même année de ma dernière année de junior les France N2 en senior. Donc je pensais que j'étais armé en fait. Ouais. Mais on arrive là-bas et il n'y a que des super champions, quoi. Il n'y a D'accord. que des gens. Alors il y avait qui à l'épée quand t'es rentré? Moi, il y avait Jean-Michel Lucenay, il y avait Jérôme Janet,
il y avait Eric Boas, il y avait Ulrich Robéry, il y avait Yannick Borel déjà, D'accord. il y avait Alexandre Blazic, et il y avait Adrien Penso qui a arrêté, il y avait Virgile Marchal qui est un ancien de Levallois, D'accord. et après moi. Et après toi, ok. Et du coup, ouais, c'était... Parce que, alors, moi, Ouais, vas-y, dis-moi. mais vous êtes combien en fait par arme et par. Alors à l'époque, par genre normalement, il y a un quota de 12. il y a un quota de 12, Ouais. ok. Et là, à ce moment-là, on était 10. D'accord. Donc 10 garçons, 10 filles. C'est ça, 10 Enfin, garçons. 10 hommes, 10 dames. Ouais, 10 hommes, 10 femmes Ouais. pour chaque arme. Donc Pour chaque c'est arme. le plus gros pôle à l'INSEP. D'accord. C'est ok. C'est, tu fais 12 par 6, quoi. Donc D'accord. c'est plus le staff, donc Ouais. ça fait un très gros pôle. Et c'est vraiment l'usine à champions, quoi. C'est D'accord. l'usine à champions. Moi, je me souviens la première fois que j'ai croisé Teddy Riner, Ouais. qui ok. était déjà stratosphérique. Ouais. Mais stratosphérique de partout, quoi. Physiquement, moi, j'étais pas, je suis pas trop grand ni trop costaud, mais à l'époque, je l'étais encore moins. Mhm. Et j'ai vu une espèce de montagne arriver devant moi. Je me suis dit, ouais, d'accord, en fait, là, c'est vraiment, ça rigole pas, quoi. J'ai croisé d'autres champions que je voyais à la télé, notamment à l'athlé. Il y avait Christine Aron, qui était une sprinteuse, qui était la meilleure sprinteuse française Ouais. à l'époque. Je l'avais vue, j'étais là, mais purée, moi d'habitude, je les vois à la télé, en fait. Ouais. T'as vraiment déjà, en fait, quand je te dis décalage Mhm. entre le monde du haut niveau et le monde associatif, le monde de la base, mais en fait là c'est ce même décalage que tu ressens en fait, monde famille amateur, Ouais. monde un peu professionnel quoi, monde un peu sportif incroyable quoi, Ouais. légende française. Et du coup, je pense que ça j'étais pas préparé. Donc j'ai navigué un peu. J'ai essayé déjà de m'adapter en fait au rythme parce que j'étais le plus jeune. Ouais. Il y avait déjà même si j'étais un homme, j'étais un jeune homme et des problématiques de jeunes hommes et il y avait déjà des pères de famille qui étaient puis à plus de 30 ans, Ouais. qui avaient des problématiques qui n'étaient pas les miennes, quoi. Parce que toi, 2010, t'avais quoi? T'avais 20 ans à peu près? J'avais c'est 20 ans, ça ouais, c'est ça. Oui, ouais. J'avais 20 ans, interne, j'étais le seul interne à l'épée. Tout le D'accord. monde avait son appart, tout le monde avait sa maison, pour les plus vieux, quoi. Mhm. Donc faire son trou dans Dans un groupe dans un comme ça, groupe déjà comme bien ça, établi, un ouais. groupe avec des grosses personnalités, des énormes palmarès, c'est pas facile. Ok. C'est pas facile. Et du coup, il m'a fallu un peu de temps, peut-être un peu plus que ce qu'on avait vu pour moi. D'accord. Ça a duré, ça a duré assez longtemps. J'ai mis du temps à faire mes preuves à l'international. Au niveau national, ça se passait pas trop mal. D'accord. Mais pas assez vite pour les ambitions des entraîneurs qui veulent que ça arrive très vite, tout de suite, que tu comprennes, que tu arrives à faire des résultats et que tu suives un peu les traces des aînés, quoi. Ouais. Mais les aînés, forcément, ils veulent pas que tu prennes leur place. C'est le jeu, c'est comme ça qu'on fonctionne en France. Donc forcément, il faut les battre, il faut les bousculer. Ça passe déjà dans le vestiaire, à l'entraînement. Ça passe par l'évolution de ta relation avec eux. Ouais. Et moi, ça a pris plus de temps que ce que je pensais, que ce que j'avais prévu dans ma tête. Et je ne voyais pas non plus mon niveau augmenter, en fait. Je ne me voyais pas devenir... je m'étais dit, si tu vas arriver à l'INSEP, ça va exploser, quoi. Tu vas vraiment prendre... Je ne disais pas que j'allais devenir champion du monde ou que j'allais faire des podiums, mais en tout cas, je pensais que mon niveau d'escrime allait vraiment considérablement augmenter. Ce n'était pas le cas, en fait. C'était plutôt ma confiance qui s'érodait, en fait. Petit à petit, je sentais que la passion pour l'escrime s'usait. D'accord. Parce que tu prends des coups, tu prends des échecs, tu te fais démolir à l'entraînement. Moi, je me faisais démolir à l'entraînement par pas mal de gars. Et il faut un peu de temps pour que dans ta tête, tu structures. Chacun mûrit un peu à son rythme. Et c'est ça, en fait, le grand sujet, c'est ton rythme n'est pas forcément celui du groupe. Donc, il faut toujours essayer de rattraper le wagon de tête, quoi. Ouais. Et ça, moi, j'ai pris du temps. Ok. Tiens, plein de choses intéressantes sur lesquelles rebondir, mais le temps file. Pendant ce passage à Reims et ton entrée à l'INSEP, tu gardes ta licence à Valenciennes ou t'es licencié déjà dans un autre club? Non, alors ma première année de pôle, j'ai ok. gardé ma licence à Valenciennes. J'ai gardé ma licence, et c'est aussi une étape un peu
pas terrible quoi, de ma carrière, c'est que ça s'est pas très bien fini en fait avec Valenciennes. En fait. D'accord, ok. Mon entraîneur de l'époque en fait n'était pas fan du pôle. D'accord. Je pense que c'était il n'aimait pas trop ça. Il pensait que j'allais rater, que c'était pas bon pour moi. Et moi j'avais envie de ça en fait. J'avais envie de changement. J'avais beaucoup de mes copains qui ne se décidaient pas en fait à une carrière dans l'escrime. Donc l'entraînement, ça passait. C'était toujours cette même génération qui avait été pas mal dans les petites catégories. Et moi, en fait, j'ai décidé de sauter le pas. En fait. Je m'étais dit, voilà, moi, je veux ça. Je veux aller là parce qu'il y a les meilleurs Français qui s'entraînent là-bas, des juniors en tout cas. Et on s'est quitté, on s'est mal quitté. On s'est mal quitté, donc c'est un peu dommage. Aujourd'hui, avec le club, ça va un peu mieux quand même parce que t'as des contacts, j'ai encore des contacts. On se donne des nouvelles de temps en temps. Et il m'invite des fois pour faire des événements là-bas quand je reviens dans ma famille, quoi. Mais ouais, donc j'ai signé, j'ai pris ma licence à Colmar pendant un an en fait. Il y avait un très bon club d'escrime à Colmar et j'avais surtout de très bons copains en fait là-bas. D'accord. Et via le pôle, du coup. Via le pôle et puis aussi les jeunes catégories on s'est suivis parce que tu sais dans les zones tu as l'est aussi. Oui, c'est vrai. Du coup j'avais un copain et du coup voilà ça s'est fait, on a fait une équipe et puis on a gagné les France Juniors quoi. D'accord. Par équipe. Et voilà, c'était un passage éclair à Colmar parce qu'après j'ai quitté le club parce que j'ai eu une proposition d'un gros club parisien qui est Saint-Gratien. D'accord. Et forcément, c'était l'appel déjà du haut niveau. Pour moi, j'arrivais à l'INSEP. Quand j'ai eu cette proposition-là avec des grands champions, on me proposait de faire l'équipe avec Éric Boisse, qui est une légende, rejoindre le club de Philippe Boisse, qui était encore là-bas, donc qui a un impact dans l'escrime, qui est aussi une légende. Faire équipe avec Silvio Fernandez, qui à l'époque était numéro 1 mondial, un Vénézuélien qui s'entraînait en France. C'était beaucoup on me proposait beaucoup de choses en fait. Et pour un jeune, c'est bien de se côtoyer et d'être dans les équipes avec les meilleurs. Carrément. Et j'ai accepté en fait. J'ai accepté. Alors, c'est peut-être pas très bien passé aux yeux de Colmar, qui ont eu peut-être l'impression que j'utilisais un tremplin. Mais après, j'étais jeune, j'avais 20 ans. C'est compliqué de dire non. C'est compliqué de dire non. J'ai fait ce choix. Je regrette pas du tout mon passage au club de Colmar parce que j'ai fait des très belles années juniors et puis on a gagné le titre. Donc, au final, on a rapporté. Moi, j'ai mis quelque chose dans mon palmarès et j'en ai donné aussi un petit peu au club. Mais ça a été un passage éclair. Et d'ailleurs, mes copains qui étaient à Colmar à ce moment-là ont arrêté l'escrime à ce moment-là. Donc l'équipe, on aurait pu de lien en fait après pour les années d'après. Et après, j'ai voulu aussi centraliser l'entraînement à l'INSEP et mon club qui n'était pas très loin en région parisienne. Ok. Du coup, Saint-Gratien. Et on va terminer sur le club et après on va revenir sur 2-3 autres petites questions. Et du coup, le Levallois maintenant ou t'as fait, donc à Saint-Gratien, je suis resté bien 5-6 ans. D'accord. Et après, en fait, le club avait un peu des difficultés financières. D'accord. Moi, j'avais un petit contrat où j'avais des aides en fait. Le président de l'époque m'envoie un message. Voilà, on a des problèmes financiers, donc voilà, on ne pourra plus t'aider à la même hauteur. D'accord. Donc tu te retrouves un petit peu. Moi, j'étais pas j'avais mes parents qui m'aidaient, mais il fallait. C'était pas mal. Enfin, on m'amputait quand même de pas mal. Du coup, je me sentais un peu lésé parce qu'on m'avait fait un petit peu sur le fait accompli. Mais j'en veux pas. C'est comme ça. C'est la vie en fait. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu une proposition. Donc c'était en 2015. De Rodez, en fait. D'accord, ok. On change totalement d'ambiance, on passe du nord à l'est, à la région parisienne, puis du sud-ouest. Et j'ai eu une proposition qui était très intéressante. Et j'étais à un moment de ma carrière aussi où j'étais vraiment dans le down, là. J'étais au fond du trou, quoi. Du coup, 2015, juste avant les Jeux de Rio. Juste avant les Jeux, c'est ça. Est-ce que tu fais les Jeux de Rio, toi, Non, je ne fais pas les Jeux de Rio, non. Okay. Non. Et du coup, j'étais vraiment dans une période où je commençais à prendre de la maturité, à vieillir aussi un petit peu, donc j'avais 25 ans, quoi.
Et je voyais que mes résultats, ils étaient très bons au niveau national, mais j'arrivais pas à casser le plafond de verre en fait au niveau international. Donc j'étais à un point de ma carrière où mon club en fait ne m'apportait plus non plus ce supplément d'âme. À l'INSEP, ça allait à l'entraînement, j'avais fait mon trou, mais j'arrivais pas à dépasser le niveau. Je sais plus combien j'étais au classement mondial, mais j'étais vraiment dans les choux, quoi. Okay. Et là, on me proposait un nouveau projet, on me proposait autre chose. On me proposait aussi une équipe de D1. On me proposait des aides plus conséquentes. Et ils avaient envie de relancer un tireur, quoi. Donc c'était ça, je me suis dit, allons-y, quoi. Allons-y. Et voilà, je suis arrivé à ce moment-là, donc en 2015. Et là, ça a bien marché, en fait. Là, c'est là que j'ai commencé à prendre vraiment de l'envergure, à me rendre plus incontournable en sélection. J'ai fait mes premiers quarts de finale en Coupe du Monde, j'ai fait mes premiers podiums en Coupe du Monde, et on a gagné la Coupe d'Europe des clubs, donc l'équivalent de la Champions League, quoi. Donc en battant le Valois en finale, donc c'était voilà, un peu. Et donc du coup, c'était, je sentais vraiment, c'est un club qui est beaucoup plus petit, c'est une plus petite structure, c'est plus famille. Ça me rappelait Valenciennes. Donc ça me parlait aussi. Ça te boostait un peu plus peut-être. Ça me boostait, j'avais le club est super là-bas. Franchement, j'ai eu des années incroyables. Je me suis fait vraiment des super amis, quoi. Dont un que je salue, Robin, qui est maintenant entraîneur adjoint au Crêpes de Reims, quoi. Donc, salut Robin, si tu me regardes. Et ouais, ils étaient vraiment là. J'ai très présent, en fait, très présent. On s'appelait beaucoup, quoi. Et malheureusement, après, le club n'a pas forcément le rayonnement qu'il devrait avoir, parce que ça doit être l'un des seuls clubs de province comme ça qui a gagné une Coupe d'Europe des clubs. Alors il faut savoir que c'est peut-être pas médiatisé, mais c'est hyper dur, quoi. C'est hyper dur, il n'y a pas tout le monde, pas tous les clubs ont gagné cette compète. Et ils ont une salle d'armes qui est vieillissante, qui est... moi, si je suis parent, j'amène mon fils là-bas, j'aurais pas envie qu'il fasse de l'escrime là-bas, tu vois. Et je trouve que c'est dommage d'avoir un club avec de tels escrimeurs. Et il y en a qui sont même formés au club, il y en a qui sont achetés, si je puis dire, quoi. Mais tu as quand même un ADN qui est très présent, et ils n'ont pas une salle à la hauteur de ce qu'ils devraient avoir. Et forcément, ça impacte tout. Ça impacte le nombre de licenciés. Quand tu as moins de licenciés, tu as moins de moyens. Tu as moins de moyens, tu peux moins te faire une belle équipe. Donc, c'est les équipes aussi, c'est très important pour les clubs. Et arrivé donc, en 2023, je commence à vraiment tourner. J'étais déjà bien ancré en équipe de France. Et là, j'ai le Valois qui me contacte, qui me propose un très beau projet, de rejoindre aussi un de mes très bons amis qui est Yannick Borel, qui est en équipe de France. Qui a le Valois aussi. Il y avait Paul Allègre, qui est champion de France, là, qui vient de faire son premier podium en Coupe du Monde. Donc il y avait quelque chose, quoi. Il y avait quelque chose. J'étais en fin de cycle aussi là-bas. C'est pareil aussi, ils avaient pas mal de problèmes financiers. Et puis ils m'ont fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Et voilà, aujourd'hui j'y suis là. D'accord, très bien. Très bien. On a fait un petit peu le tour là-dessus du coup. C'est un peu attardé, pardon. Ouais, ce match. Non, mais il n'y a pas en fait aucun problème. Ce que je t'avais dit hors antenne, c'est qu'effectivement on n'aura pas le temps de tout aborder. Dans tous les cas, peut-être qu'on fera un match retour. Si on est d'accord. Peut-être cette fois-ci après les Jeux. Ouais, d'accord, bien sûr. Parce que je vais te laisser te préparer. Mais peut-être une fois que tu repasses justement dans le Nord, si on peut trouver un endroit. Ouais, pas de problème. Peut-être pourquoi pas, alors soit sur la piste, le match retour à Valenciennes éventuellement. Si le club en est d'accord, il faudra voir avec eux. Ou sinon à un autre endroit. Peut-être qu'on peut faire un format un petit peu différent pour ça. Ça ferait plaisir. Moi, j'aurais aimé aborder plus de trucs avec toi, mais on va peut-être pas avoir le temps. Il y a un point. Peut-être pour faire un petit teasing pour ce match retour. Moi, il y a un point que j'aurais aimé vraiment voir. C'est que donc là, tu es athlète de haut niveau. Donc, tu as fait les Jeux de Tokyo, si je ne dis pas de bêtises. T'as fait quoi aux Jeux de Tokyo ? 10e. T'as fait 10e, ok, ça marche. Et t'avais fait l'équipe ou pas ? Oui. On avait fait 5e.
Et vous avez fait 5e. Ok. Ouais. Je suis nul au résultat. Voilà, je ne suis C'est pas. pas grave. Voilà, c'est ça. C'est mon sport. Hein, j'aime bien. mais je m'intéresse pas. Ok, donc du coup, tu fais les Jeux de Tokyo. Très Ouais. bien. Là, tu prépares les Jeux de Paris. Donc les sélections se terminent fin mars, un truc dans le genre. En plus, nous, ça sera Vous, c'est jusque plus mai, ouais. Jusque Ouais, ouais. putain, jusque mai. Ok, d'accord. Donc là, nous, on enregistre. On est le 27 février. Gros projet quand même, les Jeux. Voilà, c'est 4 ans de taf. Ma question, c'est l'équilibre avec la vie personnelle, puisque du coup, j'ai appris, et on en avait parlé un petit peu quand je t'ai contacté la première fois pour le projet, que tu étais jeune papa. Tout à fait. Alors, déjà, c'est une fille? C'est un garçon. C'est un garçon. Ouais. C'est un garçon, quel âge il a? Il a presque 1 an et demi, là. Presque 1 an et demi. Ouais. Ok. Est-ce que... Est-ce qu'on peut aller sur ce terrain-là? Oui, déjà? bien sûr. Ok. Ouais. Après, il y a des trucs, tu me diras. Est-ce que c'était un projet réfléchi, Oui. souhaité? Oui, Oui, ok, d'accord. Donc, sciemment, en fait, pendant cette préparation pour les Jeux, tu savais que tu allais te mettre un... Alors, je me doute, c'est énormément de bonheur. Ah ouais, non, mais c'est... C'est quelque chose qui change quand même Ah ouais. profondément ta vie. Ah ouais. Moi, je me souviens avoir eu des discussions avec des gens qui me disaient non mais tu vas voir, ça passe. Ça Enfin, passe. ça passe, et tu vas voir, ça se fait bien, il n'y a pas Ok. de problème. Et ouais, ça te... Enfin, ça... Je pense déjà, de base, hors sport, hors cadre sportif, Ouais. ça te change un homme. Bon, forcément, ça change une femme aussi, bien sûr. Ouais. Mais en l'occurrence, là, ça te change un homme. Ouais. Tu vois la vie vraiment totalement différemment. Et en plus, ça te chamboule le petit nid douillet, ta petite routine Ouais. que tu avais. Il faut savoir que les sportifs, ils sont très adeptes, très friands de la routine. D'accord. Alors, c'est pas dans le sens péjoratif du terme, dans le sens où c'est plan-plan, c'est comme ça, c'est telle heure, tel ça, mais avoir, voilà, je fais ça à tel moment, je fais ça à tel moment, ça rassure. Mhm. Un enfant, ça te fout le bazar dans cette routine. Et en fait, lui, il s'en fiche. Il Oui. s'en fiche pour lui, il a les besoins primaires que tu dois combler et tu dois te débrouiller avec ça. Donc, il faut composer avec ça. Il faut composer avec cette situation. Et moi, je savais que ça allait être difficile, mais je ne savais pas que ça allait être autant difficile dans une D'accord. période où on était à 2 ans des Jeux. Mais je m'y accommodais et ça a été pour moi les 3 premiers mois vraiment un calvaire, quoi. Ouais. Vraiment un calvaire. Je dis pas pour décourager nos auditeurs. Je sais que je sais que c'est bon, voilà, bref. C'est prévu pour juillet, donc. Ah, bah, voilà. Mais c'est pas, déjà tous les enfants sont différents, ça. Ouais. Donc quand les gens te disent ouais, moi ça a été horrible, moi ça a été très bien, Ouais. il faut faire la part des choses et se dire voilà, c'est différent. Donc moi ça a été dur. Ça a Mhm. été dur notamment au niveau du sommeil. Ouais. Euh, Oui, parce que du coup, c'est quand même hyper important ça ouais, aussi pour toi. ouais, donc j'ai vécu un peu à crédit de point de vie, comme on dit. Oui. Donc j'ai vécu à crédit de point de vie pendant quelques mois. Ouais. Les compétitions me faisaient du bien. D'accord. Parce que ça me permettait de quitter chez moi. Et du coup, alors pas que je me Oui, non, bien sûr. retirais donc du coup mon implication dans l'éducation de mon fils, mais ça me faisait souffler Ouais. et permettre d'avoir au moins 1 ou 2 nuits de bonnes, Ouais, de d'accord. reposantes. Parce que j'avais la chance d'être dans les 16, enfin je Ouais. suis toujours dans les 16 premiers mondiaux, donc je fais pas les pré-qualifs, donc j'ai un jour en plus Ah oui, avant la d'accord. compétition, donc ça Ok. me permettait de dormir. Partir en stage aussi, ça me permettait de faire des nuits, on va dire, Plus sans réveil, reposantes. Ouais. plus reposantes, même si au final, à un moment donné, tu développes un espèce de 6e sens où à un moindre bruit, tu te réveilles. Et après, bah, le rythme se fait, tu commences à prendre le pli faut savoir que cette période, à un moment donné, quand tu es dans la machine à laver, tu te dis, je vais jamais m'en sortir. Mais en fait, à un moment donné, ça s'arrête. L'enfant, quand même, prend son rythme, prend son truc, et toi, tu t'y fais. Et par contre, à ce moment-là, moi, ça m'a donné une force incroyable. J'ai cru que à ce moment-là, il rechange de Non. rythme. Alors moi, ça m'a donné vraiment, Ouais. ça a eu un impact hyper positif sur ma carrière parce D'accord. que tu relativises beaucoup, en fait, l'escrime, Ouais. le sport, la pression, tu remets un peu les priorités
tes priorités, tu les revois en fait. D'accord. Tu te dis, en fait, c'est que de l'escrime, c'est que du sport. Il y a d'autres choses plus importantes. La compétition, ou les enjeux, les sélections, aller chercher quelque chose, tu le vois pas forcément comme ça. Tu dois te dire, bon voilà, en fait là, ok, il faut que je gagne, mais la pression, tu la gères beaucoup mieux. Moi, je la gère beaucoup mieux depuis que j'ai mon fils, en tout cas. D'accord. Du coup, en fait, est-ce que la suite logique de ça, c'est du coup, en fait, ça te permet peut-être d'aborder cette échéance des Jeux plus sereinement ou... Plus sereinement, oui et non, parce que chaque jeu, enfin tous les jeux, moi j'ai fait que Tokyo, mais j'avais fait la prépa, donc j'étais allé jusqu'au bout de la prépa de Londres. Ouais. Et tu peux, à Londres, j'étais vraiment très spectateur, quoi. Je faisais juste sparring en fait, D'accord. des mecs qui étaient sélectionnés et tu les vois en fait, il y en a qui commencent vraiment à stresser. À Tokyo, c'est pareil, en étant acteur, moi c'était mes premiers, je l'ai abordé un peu différemment, je ne pensais pas que ça serait comme ça. Tu vois que, pareil, quand tu dois monter un petit peu, quand tu es en camp d'entraînement, à la fin, un camp de base avancé avant les Jeux Olympiques, tu es entre tous les Français qui vont participer aux Jeux Olympiques à l'escrime. Tu sens que ça monte un peu en pression, tu sens que les sens sont un peu exacerbés. Pareil, des fois, ça part un petit peu, il peut y avoir un peu de conflit parce que forcément, tu es animé par quelque chose. Mais par contre, tu n'es pas préparé à ce qui t'attend. C'est-à-dire qu'au niveau de la presse, on n'est pas un sport médiatisé. Là, tu as quand même une avalanche de presse, une conférence de presse. Tu as aussi, il y avait une vraie différence de retentissement entre ce qui se passait au Japon et ce qui se passait en France, parce qu'on était encore en contexte Covid, donc tout était fermé, pas de public, on ne pouvait pas aller dans la ville de Tokyo, c'était village, salle, donc un village hall d'escrime village, et on est reparti le lendemain des équipes. Donc tu vois rien, tu es dans une bulle, tu as des contrôles sanitaires qui sont quand même très présents, c'était un test par jour quand même, donc tu es vraiment dans un truc, et tu vois en fait l'engouement, il y a Romain Canon qui avait remporté la médaille d'or, tout à fait. Tu avais vraiment une différence entre ce qu'il vivait avec nous au quotidien, vu qu'on partageait l'appartement ensemble, et ce qui se passait en France. Et quand il arrivait en France, c'était l'avalanche médiatique, et tu dis, putain, en fait, ouais, c'est fou, quoi. Du coup, ouais, c'est hyper intéressant ce que tu disais, parce que c'est vrai que nous, on l'a vécu à la télé. Moi, j'ai même des copains qui tombent sur l'escrime par hasard et qui, en fait, m'ont envoyé un truc. Parce que l'épée, ils comprennent. En fait, l'épée, on va pas se mentir. Tu as une lumière, il y a un point. Tu sais qu'elle a touche, voilà. Tu comprends, tu peux toucher partout. C'est ça, c'est hyper simple à suivre. Voilà. Donc, j'ai même des copains qui m'écrivent pour dire, oh, putain, c'était génial. Et alors, du coup, ce que tu dis là, c'est que, en fait, vous partagiez la chambre ensemble, l'équipe. Bon, du coup, Romain Canon doit quand même réaliser qu'il a gagné. Je pense qu'il réalise pas à ce moment-là. Je me souviens de son comportement, c'est un très bon ami. Donc on a fait en plus au stage, on était en chambre ensemble. Donc on a vécu ensemble. Je pense que cette année-là, je l'ai plus vu que ma famille, quoi, avec même ma conjointe. Et tu vois en fait tu vois l'envers du décor, quoi. Tu vois comment ça se prépare, tu vois aussi la portée que ça a. Et du coup, là, pour en revenir à ta question de base, c'est que là, en France, tout va être exacerbé parce que tu as beaucoup d'attentes, tu as les médias, tu as le retour du public. Donc comment ça va s'imbriquer. Tu es à la maison, tu es à Paris. Tout ça, ça va changer. Donc oui, c'est un plus d'avoir fait les Jeux. C'est un plus aussi d'avoir, pour moi, un enfant à l'heure actuelle, ça me fait relativiser, mais la pression sera quand même très, très grande, les attentes très grandes aussi, parce que l'épée homme, c'est un devoir quand même de réussite. On a toute une histoire derrière nous qui fait qu'on est obligé pas obligé, mais on se doit d'être performant. Et du coup, c'est une nouvelle histoire qui va être racontée. Une nouvelle histoire, et je ne peux pas te prédire comment ça va se terminer, et j'espère bien. Mais ouais, c'est très excitant aussi. Et les Jeux, le village, côtoyer des champions, ça c'est très cool. C'est très très cool à vivre parce que tu te rends compte que déjà, moi j'ai eu la chance d'être de petit déjeuner à côté de Novak Djokovic, tu vois, pendant les Jeux Olympiques. Présente pas le gars, quoi, tu vois, pas besoin. Et tu te dis qu'à ce moment-là précis,
tu vaux la même chose que lui. Ouais. Enfin, vaut. Non, Pas de valeur, mais tu es la même personne. Tu es un le- athlète, il est un homme, tu es un homme. Il prend son petit-déj, il prend son repas, quoi, au final. Et à ce moment-là, en fait, tu te dis, en fait, il est aussi autant athlète que moi. Ouais. Et il veut autant gagner la médaille d'or que moi. Ouais. Bon, peut-être un peu moins parce que bon, il a déjà assez de trophées dans son armoire, quoi. Mais ouais, et ça, je trouve, c'est super de côtoyer des stars parce que tu te dis, ouais, ce que je vis, c'est un truc de fou, quoi. Et que pas tout le monde pourra se dire, je l'ai vécu. Alors en plus, quand tu termines par une médaille, c'est le Graal, parce qu'à l'escrime, il ne faut pas se leurrer, même si tu as été 10 fois champion du monde, tant que tu n'as pas une médaille olympique, tu n'es pas reconnu, quoi. Tu n'es pas reconnu à ta juste valeur. Et même si tu n'as pas fait les Jeux, c'est compliqué d'exister dans le paysage sportif, en fait. Et du coup, bah, tu as envie de le refaire, quoi. Tu as envie, tu vis pour ça, tu t'entraînes pour ça, le matin tu penses à ça, le soir tu penses à ça, alors pas tout le temps, mais tu t'entraînes pour ça, pour cet événement. On nous l'a rabâché pendant 10 ans, la candidature de Paris, quand ça arrive, et là on est à 4 mois, quoi. Et ça va être un moment extraordinaire. Je pense que les Français ne se rendent pas compte à quel point c'est incroyable de ces Jeux Olympiques, c'est incroyable. J'espère qu'ils seront une vraie réussite, et j'espère y participer et y briller. Eh ben, j'allais te poser justement une question pour conclure le match. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les JO de Paris, mais je pense que tu viens d'y répondre. Ouais, voilà. Je pense que j'ai forcément, hein, j'ai vu, j'ai raté, j'aimerais bien revoir et elle n'a pas raté. Eh ben, écoute, on te souhaite tout ça. Allez, on termine le match, puisque mine de rien, on en est déjà quasiment à 1 heure à la place de 40 minutes. Donc on a fait un bon tiers-temps. On a balayé large. C'est ça, mais non, mais il y a encore plein de choses dont on pourrait parler, du coup, probablement à l'occasion de ce match retour, si tu en es d'accord. Avec plaisir. Du coup, le match se termine, on remballe. Est-ce que tu peux me dire ce qu'on trouve dans la housse d'Alexandre Bardonnay ? Alors, ça dépend si elle est bien rangée ou pas. Très bien. non, mais globalement, je range bien. Je pense que pour être pas forcément très original, il y a déjà tout le nécessaire pour faire de l'escrime. Ouais. Donc, tout l'attirail qui peut être conséquent, forcément plusieurs épées parce que à haut niveau, tu mets beaucoup de contraintes sur tes épées, ça peut casser, donc il en faut plusieurs que tu mets longtemps à régler, longtemps à monter, parce qu'en fait, pour être un bon escrimeur, il faut aussi un diplôme de bricolage, un bac plus 10 de bricolage. Donc il y a pas mal de matos aussi, de petits matos pour réparer, pour tout ça. Pas mal de t-shirts parce que tu transpires beaucoup. Objet fétiche, je t'en ai parlé, mais j'en ai pas d'autres en fait. Après, pas mal de trucs pour des barres de céréales, pour des bananes, pour éviter justement une petite hypoglycémie, un petit coup de bambou. Survêt. J'ai pas vraiment d'objet autre qui me vient à l'esprit, autre que ce que je viens de te dire. J'aime aussi que mes affaires soient bien rangées pour pas me perdre. J'aime bien être assez tranquille quand je pars en compétition, quoi, pour justement être assez serein. Parce que tu as un contrôle des armes, un contrôle du matériel qui peut être des fois un petit peu anxiogène. D'accord. Donc voilà. Ok, très bien. L'entraînement se termine. C'est maintenant l'heure du réconfort, l'heure du Welsh. D'accord. Alexandre, tu préfères un Welsh minute ou bien un Welsh maroilles ? Ah non, moi, je suis pas un fan du maroilles, donc je vais prendre le minute. Parce que tu sais ce qu'est le Welsh Welsh maroilles. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ça marche. Bon, je mets le chrono. Ton Welsh minute va quand même durer plus d'1 minute, hein, t'inquiète pas. Ok, d'accord. C'est proportionnel à la durée du podcast, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Bon, ça va, je suis large. Là, t'es bien. Okay. Je vais te poser des questions. Sur certaines questions, je vais te donner des possibilités de réponse. Ok. Tu attends bien évidemment la fin de la question pour me donner la réponse. D'accord. Si tu veux, je peux te faire un petit signe pour te dire quand la question est finie. Ah, je veux bien. Ok, on est parti ? Allez, go. Est-ce que tu es prêt ? Allez, je suis prêt. Jaune, rouge ou noir, quel est le pire carton que tu te sois pris ? Rouge.
peux-tu nous dire pourquoi? Tu peux me dire oui, non ou pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Très bien. Tu veux m'expliquer un peu plus ou... Ouais, je peux t'expliquer. Finale compétition par équipe à Tbilissi il y a 2 ans. D'accord. J'ai eu un petit geste à l'encontre de mon adversaire qui a cette capacité, c'est un Suisse très bien connu d'ailleurs, qui a cette petite capacité de faire péter un câble en fait. Et à un moment donné, je lui ai mis un petit coup quoi. Et il a demandé la vidéo et puis j'ai pris mon petit carton rouge qui aurait peut-être été plutôt rouge foncé quoi. Rouge. Très bien. Très bien, ça repart. Vrai ou faux, il y a quand même de meilleures armes que l'épée? Attention, si tu réponds faux, c'est que tu penses que c'est vrai. Oh, c'est dur ça, je ne me prononce pas. Non, pour moi c'est faux, il n'y a pas mieux que l'épée. D'ailleurs, si tu faisais du sabre laser, tu serais plutôt Dark Alexandre ou Obi-Wan Bardonnay? Oh, je sais pas. Un peu des deux, je pense. Un peu des deux. Je sais pas si c'est validé, un peu des deux. Il faut un peu de Dark pour être Obi-Wan, un peu. Tu mélanges un peu tous les trucs de la force. Vrai ou faux, tu aurais préféré faire du sabre ou du fleuret? Oh là là, vous êtes dur là. Ah, du fleuret, allez, je pense. Du fleuret. Dans les mecs qui ont écrit les questions, il y a un sabreur et un fleurettiste. D'accord. Si ça peut t'orienter. Parmi ces 3 personnages habitant un célèbre village gaulois, lequel préfères-tu? Camp en bout de Pix, Touche Coquix ou bien Assurance Torix, le barde? Assurance Torix, c'est le barde, c'est mon surnom. Donc, barde, c'est mon surnom. C'est pour ça. D'ailleurs, attention, moment poésie. Quand un escrimeur, est-ce qu'un barde naît? Tu peux me dire oui, non, ou bien l'escrime n'est-elle pas une forme de poésie après tout? L'escrime n'est-elle pas une forme de poésie après tout? Très bien, je valide. Vrai ou faux, on t'a obligé à faire de l'épée. Tu peux cligner 2 fois des yeux si tu réponds sous la contrainte. Non. À l'épée, tu es plutôt du genre à choisir la solution offensive ou bien à te cacher derrière ta coquille en bout de piste? Ah non, moi je choisis toujours la solution offensive. Tu choisis la solution offensive. Et pour finir, peux-tu me compléter cette blague? Attention, c'est compliqué. Je tiens à préciser avant que c'est une blague qui n'existe pas. D'accord. Très bien. Un épéiste, un fleurettiste et un sabreur rentrent dans un bar. C'est très compliqué ça. S'il n'y a rien qui te vient, je peux te faire une... À qui la priorité? À qui la priorité pour voir? Admettons, tu sais, en fait, je vais faire une compilation, parce que du coup, chaque personne a la même 10e question. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, je vais un petit peu voir qui me propose quoi. Parce qu'on ne l'a pas non plus. Hein. On a un truc, on essaye de l'adapter, tu vois. D'accord. Mais voilà. Et donc, en fait, vu que les 4 premiers entretiens sont très rapprochés, ouais. Les questions. Voilà, c'est ça. Je vais voir un petit peu ce que je peux faire. Mais par contre, peut-être que pour les prochains entretiens, il y aura une nouvelle blague à compléter. Mais elle n'est pas facile. Hein. Non, elle n'est pas facile. À juste titre, ma compagne me dit et toi, du coup, t'as la fin? J'ai dit non. Non. Et en fait, je pense que j'aurais dû écrire il rentre dans un café parce que du coup, la fin la plus facile, c'est le classique éplouf. Ah oui. Mais avec le bar, ça ne marche. Ça marche pas. Alexandre, tu t'en es très très bien sorti quand même. Hop là. Sur ce Welsh Minute, tu remportes donc une magnifique gourde Escrime de France c'est gentil, 2023. Merci. Ça tombe bien, je vais pouvoir l'utiliser tout à l'heure du coup. Eh ben voilà, parfait. Donc tu as en fait un petit carton devant et tu as un petit quiz derrière pour savoir à quoi correspond ce carton. Bousculade, jeu désordonné. Ah d'accord. Ouais, j'ai même le... T'as même l'explication. Je vois ça. C'est pas mal du tout ça. Ouais, alors on l'a faite... pour les arbitres du coup, ça va bientôt? Alors en fait c'est en lien avec... J'en profite, moment promo, c'est en lien avec notre jeu de société, Escrime-moi, puisqu'en fait on a créé un jeu de société. D'accord. On a plutôt créé 3 jeux en un d'ailleurs. En fait avec le même jeu de cartes, tu fais 3 jeux. Donc tu as un memory, tu as un mime et si tu connais le Time's Up, tu as grosso modo une 3e manche de Time's Up. Ok, génial. Voilà, on est en train de travailler sur 2 autres jeux, donc la suite de celui-ci. D'accord. Parce que celui-là est vraiment réservé. Celui-là c'est pour apprendre l'arbitrage. Et en fait c'est pour familiariser aussi
les familles. Parce que avec les règles, forcément. Exactement. Tu as des parents qui arrivent en compète qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et donc, du coup, quand ils jouent à Escrimo, ils comprennent un petit peu mieux. Ah ouais, et donc coup, là, on est en train d'en faire un autre sur le lexique, les actions. Génial. Voilà. Ça va un peu dépoussiérer le fameux glossaire à apprendre et compagnie. Écoute, on fait ce qu'on peut. Non, ça a super bien marché. Moi, j'ai pas mal de maîtres d'armes qui m'ont dit en plus de ça qu'en fait, ils avaient réussi à amener des gamins à la journée nationale de l'arbitrage et à la formation arbitrage. C'est génial. En faisant là, on en a besoin. Ça, c'est clair qu'en France, c'est un sujet. L'arbitrage, c'est un sujet. Et en escrime encore plus que. En escrime. En France, en escrime, je parle. Non, c'est un sujet. S'ils peuvent apprendre avec un super jeu, c'est sympa, quoi. Et bah voilà. Alors, tu ne gagnes pas un jeu Escrimo, mais tu gagnes une gourde ça, hein. Par contre, tu peux faire gagner un jeu Escrimo. Eh bah, allons-y. Puisque du coup, ça va être le moment film ou réplique culte. Enfin, okay. Film culte, réplique d'un film culte, je sais pas. Saoussen Boudiaf, hier, m'a donné une citation de livre. Donc apparemment, c'est possible aussi. D'accord. J'ai pris parce que c'était hyper intéressant. Tu sais, moi, je m'adapte. Ouais, je vois ça. Je vois ça que tu t'adaptes. Du coup, vous aussi, vous allez pouvoir remporter éventuellement un exemplaire du jeu Escrimo en devinant et en écrivant en commentaire. Alors du coup, on part sur un film ? On part sur un film. On part sur un film. Le titre du film dont est tirée la réplique que va nous donner maintenant Alexandre. Comment est votre blanquette ? La blanquette est bonne. Voilà. Je pense que ça va. C'est pas une référence trop obscure. On devrait pouvoir s'en sortir. Alexandre, ce fut un plaisir de te rencontrer sur la piste. Et puis, ça, tu m'appelais Jean-Christian au début. Maintenant, c'est JC. Ça va. Écoute, je pense qu'on a fondu l'arme. Là, voilà. Et du coup, on se dit quoi On se dit quoi du Nord, hein, bien évidemment, pour ce match retour. Bah, à très vite, et puis peut-être merde pour la saison. Eh bah ouais, tout à fait. J'ai des chaussettes bière. Ah ouais, c'est parfait, on est dans le thème, là, le thème du Nord-Pas-de-Calais. Évidemment. Je sais pas si ça se verra.